Bonjour, chers candidats. Monsieur Diallo, professeur certifié de sciences économiques et sociales. Présentement en service au lycée Seydina Issa Rouhou Laye, ex-LPA. J'aimerais démarrer le cours par rapport au contenu concernant notamment le premier chapitre, le premier thème qui fait office du premier chapitre, croissance et développement. Chapitre dans lequel nous allons dans une première partie analyser la croissance économique et dans une seconde partie, on va s'intéresser au sous-développement. Évidemment que si on lit le titre du chapitre, on a l'impression que on ne parlera que de croissance dans ce chapitre, mais en réalité, l'objectif principal de la croissance et du développement est d'éliminer, de sortir une économie de la pauvreté, du sous-développement qui se caractérise par la pauvreté. Voilà, donc, le rôle de la croissance et du développement, c'est de combattre la pauvreté qui est synonyme de sous-développement. Évidemment, pour mieux combattre un mal, il va falloir le connaître. C'est ce qui justifie un peu, qui crée une relation entre la croissance et le développement et la situation de sous-développement. Voilà. La croissance et le développement constituent des voies et moyens qui nous permettent de sortir de la situation de sous-développement. Vous allez donc comprendre que si dans la première section on s'intéresse à la croissance, c'est pour d'abord donner un peu quelques éléments de base, mais aussi le second chapitre pourra nous édifier davantage sur le mal qu'on veut combattre. Ainsi, dans une première section, on va s'intéresser à la croissance économique, section dans laquelle nous allons, dans un premier temps, définir la croissance et donner ses concepts de base. Dans une deuxième partie, il s'agira de mesurer cette croissance, parce que quand on parle de croissance, on sous-entend une augmentation de la production. On est donc censé pouvoir mesurer cette augmentation à travers des indicateurs. La troisième partie est réservée aux facteurs qui signifient les causes de la croissance, tous les éléments qui favorisent la réalisation de la croissance. Les apprentis économistes n'ignorent pas que la croissance étant une augmentation de la production de richesses, du coup, les facteurs de production seront aussi des facteurs de croissance. Voilà, on peut notamment énumérer les deux facteurs traditionnels, le travail et le capital. Et on va clôturer la section par les effets pour lesquels on recherche une croissance. Si on recherche une croissance, évidemment, c'est pour ses bienfaits, pour les avantages qu'elle peut avoir pour les populations, mais aussi cette croissance n'a pas que des avantages. Parce qu'on parle d'effets pervers, évidemment qu'on ne recherche pas une croissance pour polluer, pour détruire l'environnement, pour épuiser les ressources, mais que lorsqu'on réalise des activités de production, on pollue involontairement. C'est pourquoi ces effets-là, ces inconvénients de la croissance seront appelés effets pervers ou coût de la croissance. Voilà. C'est-à-dire des conséquences qu'on est tenu de supporter si on veut bénéficier des fruits de la croissance. Voilà, ceci étant dit, nous allons démarrer par la première partie qui concerne la définition de la croissance et de ses concepts de base. Voilà. Une croissance se définit selon l'économiste François Pérou comme étant une augmentation durable de la production de richesse. Mais si on revient un peu sur la citation de Pérou, pour rendre à César ce qui lui appartient, il disait: la croissance
est l'augmentation sur une ou plusieurs longues périodes d'un indicateur de dimension pour une économie, son produit global en termes réels. On sous-entend un indicateur de dimension, on peut faire allusion aux agrégats, le PIB par exemple, le produit intérieur brut, le produit national brut, ainsi de suite. Voilà, donc du coup, lorsqu'on regarde bien cette situation, on se rend compte que la croissance se traduit par une augmentation de la quantité de richesse, c'est-à-dire de biens et services produits dans une économie. Voilà, cette croissance maintenant se traduit naturellement à travers d'abord l'augmentation de la production qui va favoriser une hausse des revenus et du coup l'État pourra construire suffisamment d'infrastructures pour pouvoir satisfaire la demande sociale des populations, mais aussi à pouvoir mettre le cadre macroéconomique qui va favoriser l'accélération de la croissance. Donc, l'une des caractéristiques fondamentales de la croissance reste le fait qu'elle soit susceptible de modifier les structures économiques et sociales. Du coup, on ne peut pas parler de croissance lorsqu'on n'a pas de transformation structurelle. La manifestation de la croissance est la construction d'infrastructures de production telles que les routes, les ponts, les ports, les aéroports, les pistes de production qui vont favoriser une libre circulation des biens et des personnes, source de développement du commerce intérieur et extérieur, mais aussi la construction d'infrastructures sociales pour répondre à la demande des populations en termes de couverture sanitaire, de couverture scolaire ou sociale. Sur le plan sanitaire, c'est la construction d'hôpitaux, la construction de laboratoires, de pharmacies, entre autres, toutes les structures qui tournent autour de la santé. Sur le plan scolaire, de l'école maternelle en passant par l'école élémentaire, le moyen et le secondaire, jusqu'à l'université, sans oublier les écoles de formation. Ces infrastructures vont pouvoir améliorer le savoir des populations, répondre, assurer une couverture scolaire, mais aussi les infrastructures d'assainissement, tels que les canaux d'évacuation des eaux usées ou des branchements en eau et électricité, sont de nature à améliorer les conditions de vie. Du coup, ce que je sous-entends, c'est dire que la croissance ne peut pas être un phénomène de courte période. Parce qu'à court terme, en économie, le court terme, c'est 0,2 ans maximum. À court terme, il est impossible de pouvoir noter autant de transformations structurelles. C'est pourquoi la croissance est un phénomène de longue période. C'est des éléments qu'il faut retenir. La croissance se traduit par une augmentation de la production de richesses sur une longue période, susceptible de modifier les structures économiques et sociales. Voilà la définition que je préfère franchement par rapport à la croissance économique. Voilà. La croissance reste un phénomène d'augmentation durable de la production de biens et services capable de modifier les structures économiques et sociales. Voilà, du coup, quand on essaie un peu de faire l'analyse de cette croissance, on voit que la croissance économique a un caractère purement quantitatif. Purement quantitatif, pourquoi? Parce qu'elle se traduit toujours par une augmentation. Tantôt j'ai dit augmentation de la production, augmentation des revenus, augmentation des ponts, augmentation des ports, augmentation des aéroports, des hôpitaux, des écoles, des infrastructures d'assainissement, entre autres. J'ai nullement parlé d'amélioration. Et voilà, c'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre la croissance et le développement. Le développement aussi étant une autre forme de croissance. Et c'est pourquoi on précise souvent que la croissance économique que je viens de définir
est une croissance au sens strict, mais la croissance au sens large, que l'on appelle communément développement, est d'abord une croissance au sens strict à laquelle il faut rajouter les aspects qualitatifs. Je m'explique. Le développement d'après Perrault, c'est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rend apte à faire croître cumulativement et durablement son produit global réel. Dans cette citation, on se rend compte que le développement n'est pas une augmentation des richesses. Le développement, c'est l'aptitude. Je dis bien l'aptitude, c'est-à-dire la capacité des populations à pouvoir augmenter durablement des richesses. C'est cela en fait, le développement. Et du coup, le développement devient, si vous voulez, une finalité. Une finalité parce que c'est la croissance qui permet d'atteindre le développement. On dit que la croissance est un tremplin au développement, tremplin qui signifie un moyen d'atteindre le développement. Parce que sans croissance, il n'y aura pas une augmentation des richesses, autrement dit des revenus. On n'aura pas la possibilité de construire des infrastructures et du coup, non seulement il n'y aura pas une libre circulation des biens et des personnes pour développer le commerce et accélérer les activités économiques, mais aussi la demande sociale ne sera pas satisfaite en termes de couverture sanitaire, sociale et scolaire. Du coup, la croissance est un préalable pour réaliser le développement. La croissance économique, dite croissance au sens strict, est purement quantitative, alors que le développement, lui, est à la fois quantitatif et qualitatif. Ça veut dire que le développement, c'est d'abord une croissance. Du coup, on ne peut pas se développer sans réaliser une croissance soutenue. Et d'ailleurs, on dit, j'aime cette phrase aussi qui nous dit, une croissance soutenue et durable peut mener au développement qui, à son tour, entretient une nouvelle croissance. C'est-à-dire que voilà, une croissance économique doit être soutenue sur une longue période pour pouvoir accumuler suffisamment de richesses et jeter les bases du développement. Une croissance peut déboucher sur le développement, mais toute croissance ne signifie pas un développement, c'est ce que je sous-entends. Que certes, une croissance, si elle est soutenue à moyen et long terme, et si elle est surtout inclusive, elle peut déboucher sur le développement. Voilà. Mais on peut aussi réaliser une croissance, une forte croissance d'ailleurs, qui ne mène pas au développement. Pour un peu éclairer cette idée, par exemple, si les fruits de la croissance sont mal répartis, si les fruits de la croissance bénéficient à une minorité, notamment dans nos pays, ce que l'on constate le plus souvent dans la plupart des pays, sous-développés en tout cas, que l'augmentation des richesses bénéficie à une élite qui s'enrichit davantage au détriment de la majorité pauvre. On aura du mal à relancer les activités parce que si on se rappelle un peu des idées keynésiennes, la croissance est soutenue par la demande et cette demande-là est exprimée par la majorité. Et toutefois, si l'augmentation des richesses est mal redistribuée, ça veut dire que ça ne va pas impacter positivement la demande et ça ne va pas relancer la production. Voilà, on reviendra plus tard sur ce multiplicateur keynésien avec l'augmentation de la propension marginale à consommer, ce qui pourra augmenter le multiplicateur des revenus et relancer davantage, accroître davantage les revenus. Si l'augmentation des richesses est consacrée à des investissements peu productifs, par exemple la construction de monuments qui certes peuvent être rentables à moyen et long terme, mais immédiatement qui non seulement engloutissent beaucoup d'argent, mais les rendements ne suivent pas immédiatement, alors que voilà, dans des pays sous-développés, tout est urgence. Vous comprenez par là que
ce sont des investissements qui ne sont pas vraiment réalisés en fonction des priorités. Voilà. Une croissance qui est basée sur, par exemple, des entreprises soutenues par des entreprises étrangères peut ne pas être une croissance inclusive parce qu'elle peut bénéficier, elle peut profiter plus aux pays développés d'où viennent ces sociétés-là que les pays d'accueil. C'est un peu les limites des investissements directs étrangers. On reviendra plus tard dans le deuxième chapitre, plus précisément au niveau de la troisième section, les mouvements de capitaux. Voilà, donc distinguez-moi la croissance du développement. On peut avoir une croissance, une forte croissance, je veux dire, sans pour autant se développer. Mais une croissance peut aussi déboucher sur le développement. Voilà. Si toutefois la redistribution des revenus est plus favorable aux couches les plus défavorisées pour relancer la demande et entretenir à nouveau une nouvelle croissance. Cette croissance, si elle est inclusive, si les populations bénéficient réellement des retombées, cette croissance peut mener au développement parce qu'en fait, apprécier le développement, on utilise l'indice de développement humain. Du coup, on est obligé d'apprécier la santé des populations à travers l'espérance de vie à la naissance, le savoir, l'éducation à travers la formation que subissent les gens, mesuré par le taux d'alphabétisation des adultes, le taux brut de scolarisation ou la durée d'études, mais aussi le niveau de vie à travers le revenu par habitant. Du coup, si une croissance est soutenue, si les retombées, les populations bénéficient assez de ces retombées, on peut noter une augmentation de la valeur de l'IDH et une meilleure classification de notre économie. Voilà, je disais qu'une croissance soutenue et durable peut mener au développement, mais aussi un développement entretient une nouvelle croissance. Là, c'est une interdépendance, donc on ne peut pas parler d'opposition entre la croissance et le développement. Certes, les deux sont différents parce que la croissance elle est purement quantitative, alors que le développement est à la fois quantitatif et qualitatif. Cependant, ces deux entretiennent réellement une relation de complémentarité. Complémentarité en ce sens que une croissance soutenue peut mener au développement, je l'ai démontré tantôt, mais aussi un développement entretient une nouvelle croissance parce que dans une économie développée, les revenus étant élevés, la demande existe. Si la demande est forte sur le marché, la production va suivre, ce qui va nous permettre d'accroître davantage les revenus. Voilà, donc c'est un peu ces interférences entre la croissance au sens strict et la croissance au sens large qui fait un peu la dynamique d'une économie. Là, c'était un peu pour insister sur le fait qu'on peut avoir deux types de croissance, une croissance au sens strict et une croissance au sens large qu'on appelle développement. Voilà, même si les deux sont étroitement liés, quand même, on peut attirer l'attention des gens par rapport au fait que la croissance est différente du développement. Voilà, et d'ailleurs, on dit, il y a une autre définition qui vous dira le développement, c'est l'ensemble des transformations d'ordre économique, politique, culturel et social qui accompagnent une croissance soutenue et durable. Ok? Voilà, moi, de façon résumée, je dirais que le développement, c'est l'aptitude des populations à pouvoir créer durablement des richesses. C'est ce que signifie la citation de Pérou. Voilà. La combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rend apte à faire croître cumulativement et durablement son produit global réel. Donc, ce n'est pas l'augmentation des richesses, encore une fois, mais c'est l'aptitude des populations à augmenter durablement des richesses. Voilà. À ce niveau aussi, j'insiste parce que parfois les sujets d'examen vous posent la question à savoir la croissance est-elle montrer que la croissance est
nécessaire mais pas suffisante pour le développement. Voilà, c'est dire que toute croissance ne signifie pas développement, ok? Voilà. Je reviendrai au niveau de la vidéo précédente, suivante du moins, excusez-moi, sur les concepts de base de la croissance, parce que si je développe les concepts, la vidéo sera un peu longue. Voilà, donc je reviens. La vidéo suivante portera sur les concepts de base, c'est-à-dire les éléments qui sont liés, qui sont en rapport direct avec la croissance. Voilà, les étapes qui constituent la croissance elle-même.